Alors j'aimerais que l'on parle de l'intelligence émotionnelle, dont vous dites qu'elle est censurée par le biais scientiste, au profit de l'intelligence classique qui prend appui sur le mental. Oui. Alors qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est le fait d'avoir le ressenti d'une réalité sans, avoir eu besoin, d'une réalité, d'une vérité, sans avoir eu besoin de procéder à une analyse. C'est comme une intuition, c'est comme une perception qui vous parvient, immédiatement sans qu'il y ait eu besoin de réflexion, et notamment du cerveau. Alors, l'intelligence du mental, l'intelligence, qui est liée à tout ce qui est rationnel, elle est fantastique, elle permet de choses, elle est à la base de toute technologie, de tout raisonnement et cetera, mais elle présuppose toujours un système de croyances et la science elle-même n'est pas à l'abri d'un système de croyances et aujourd'hui, la science est fondée sur un système de croyances qui, comme il n'a pas changé depuis des siècles, aujourd'hui, il est branque-ballant, En fait, on s'aperçoit qu'il est faux. C'est-à-dire, alors, les 4 croyances fondamentales à l'origine de la science actuelle, c'est la causalité, le déterminisme, la matérialité et le hasard. Bon, le hasard, on va dire que c'est pas une croyance, c'est juste un bout de scotch, enfin, c'est une façon de parler. C'est juste que le fait qu'on parle du hasard lorsqu'on n'est pas capable de faire mieux en termes de prévision et de prédiction. Le déterminisme, c'est l'idée qu'avec des équations et les lois physiques connues et existantes, on peut prévoir, on peut tout calculer, théoriquement, même si on n'y arrive pas. La causalité, c'est de dire que le futur dépend du passé, et l'inverse n'est pas possible, c'est-à-dire le passé ne peut pas dépendre du futur. Et la matérialité, c'est de dire que tout repose sur des équations qui mettent en jeu des ondes et des particules. Des ondes étant considérées plus ou moins comme de la matière. Et aujourd'hui, on connaît les équations de base en mécanique classique et en mécanique quantique qui permettent a priori, en apparence, tout calculer. Sauf que c'est faux parce qu'il y a des limites, et ces limites sont de plus en plus révélées par un certain nombre d'artefacts, bien plus que des artefacts, et notamment le fait qu'on n'arrête pas de trouver des multivers partout. Alors un multivers, ça veut dire que la réalité ne se déploie pas dans le futur de manière unique, mais qu'elle se déploie en une infinité de variantes. Vous avez le multivers des bébés univers qui a donné naissance à la théorie des univers bulles. Vous avez le multivers de la théorie des cordes qui a donné naissance à la théorie des univers parallèles, mais un peu comme des univers peut-être bulles là aussi. Vous avez le multivers de la mécanique quantique, qu'on appelle le multivers quantique, qui est peut-être le premier des multivers, qui a donné naissance à l'idée que tous les multivers possibles sont peut-être superposés, donc ce qui, pour être réel, impliquerait que l'espace, effectivement, ne peut pas exister. Et puis vous en avez d'autres, et notamment celui que moi-même j'ai étudié à travers mes travaux sur le billard. Vous avez un multivers avec le billard, d'où j'ai tiré mes conclusions. Et donc vous voyez que les lois physiques ne peuvent pas déterminer le cours des événements et qu'on est obligé de remettre en question ces dogmes, et en particulier de dire qu'il ne suffit pas de connaître les lois physiques pour prévoir ce qui va arriver, c'est-à-dire qu'à court terme, oui, ce qui arrive dépend de la causalité, mais à long terme, on a besoin d'autre chose. Et en l'occurrence, lorsqu'on étudie la question, on s'aperçoit que ce qui détermine finalement ce que nous allons vivre à long terme, c'est quelque chose qui est d'ordre vibratoire. Et donc je résume, l'intelligence émotionnelle, c'est avant tout de l'intuition qui est une vibration. Est-ce que Voilà. c'est un peu ça? Alors, je voudrais juste prévenir, la notion de vibration a été utilisée d'une manière exagérée, sans la définir, par tout ce qu'on appelle, tout ce qui est lié au développement personnel, etc.
Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est alors? Parce que Ah moi, bah, les j'allais vous gens dire, voilà, je suis vibration, vous êtes vibration, tout est vibration, mais ça fait des décennies qu'on parle de d'où vibration sans partent-elles en fait ça ces fait vibrations? des décennies que dans le développement personnel ou dans le New Age, on parle de vibration sans savoir de quoi on parle. Moi-même, très naïvement, je me suis dit, j'ai demandé à des gens, mais qu'est-ce que tu appelles par vibration? Et quand on leur demande, il y en a qui disent, ah ben ça doit être les vibrations liées aux ondes électromagnétiques, ou il y en a qui vont dire, ah ben c'est les vibrations liées à je ne sais quoi. Enfin bon, et personne ne sait de quoi on parle. Alors bon, j'ai un petit peu exploré cette question-là et j'ai fini par finalement me rendre compte de manière très simple que ces vibrations, effectivement, elles existent, c'est juste des vibrations du vide. Des vibrations du vide. C'est-à-dire que l'espace n'existant pas, l'espace étant produit par la conscience elle-même qui a cette propriété de reconstruire notre vision holographique, 3D, de la réalité à partir d'une réalité qui est peut-être 2D. Enfin, je dis ça pour simplifier. C'est à la conscience elle-même qu'il faut attribuer cet espace et donc ce vide. Et donc, comme la physique acte le fait que le vide peut vibrer, le vide peut vibrer, le vide peut fluctuer. Il existe des vibrations du vide, qui sont d'ailleurs souvent liées à la matière. Il existe des fluctuations du vide, qui sont compréhensibles en tant que vibrations, mais à condition de se positionner hors du temps. Bon, dans tous les cas, finalement, on peut en revenir effectivement à des vibrations du vide qui ne sont ni plus ni moins que des vibrations de la conscience. Et moi, ce que j'ai démontré par mes travaux, c'est que ces vibrations peuvent être infinitésimales, de l'ordre de ce qu'on appelle la longueur de Planck. Elles ont beau être infinitésimales, je pense qu'elles peuvent être beaucoup plus que ça, eh bien, cela ne les empêche pas d'avoir une influence considérable sur la réalité. Alors Parce moi, ce que j'en ai compris, c'est que c'était plus une vibration d'énergie alors, Ah non? ben, de toute façon, qui dit vibration dit énergie, parce qu'une vibration a une amplitude, et qui dit amplitude dit énergie, absolument. Donc, et d'ailleurs, on peut considérer que l'énergie est liée à la conscience. Non pas l'énergie qu'on attribue à notre réalité physique, qui se déploie dans le temps, parce que ça, finalement, c'est quelque chose qui, si on le regarde du point de vue extérieur, ne change pas, qui est complètement gelé. Mais si on le regarde d'un point de vue extérieur, si on se positionne en dehors du temps, en dehors de l'espace-temps, et que l'on voit l'espace-temps bouger, le futur changer, tout ça, c'est sous l'égide de la conscience. Et là, oui, on peut assimiler cette énergie qui provoque ces changements à la conscience elle-même. Alors moi, j'aimerais vous lire un petit passage de votre livre. C'est, une discussion que vous avez avec une étudiante et je trouve que ça résume bien ce qu'est la vibration. Parce que Oui. vous dites, je cite: «Tout ce que tu vibres inconsciemment de maladif t'est resservi par l'espace-temps en attirant à toi les personnes qui peuvent l'incarner dans ta réalité jusqu'à ce que tu en prennes conscience». Je trouve que ça bon, même si c'est du côté négatif, mais je trouve que ça résume bien ce qu'est une vibration, en fait. Oui, parce qu'il y a effectivement une question de résonance qui intervient dans cette affaire. C'est-à-dire que ce que l'on vibre intérieurement, évidemment, c'est pas une fréquence, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Un peu comme quand par exemple, on entend un orchestre musical, on est capable de ressentir cet orchestre, on est capable d'en ressentir toute l'harmonie, toute la beauté. Bien, c'est pareil avec les vibrations, les autres vibrations liées à la conscience. Donc, ce qu'on vibre, c'est quelque chose de très riche et ça peut résonner avec un archétype du futur, avec une situation à vivre dans le futur. Et si ça résonne avec une situation à vivre dans le futur et qu'on est dans un état qui fait qu'on vibre le fait qu'on n'est pas encore prêt à... voilà, ben, on va automatiquement revivre... voilà, les choses, enfin, on attire à soi le futur qui correspond à sa vibration en l'état. Et la loi d'attraction dans tout ça? Alors, la loi d'attraction, comme vous le savez, elle a produit énormément de livres qui ont créé énormément de business qu'on a appelé le business New Age. Il faut se méfier de ça parce qu'il n'y a pas de théorie sous-jacente à la loi d'attraction et du coup, ça fait dire un peu n'importe quoi, hein. Donc, par exemple, dans ce fameux mouvement qui parle de la loi d'attraction, il n'y a pas la distinction entre le moi et le soi
qui est une distinction jungienne et qui me paraît personnellement comme étant fondamentale, hein. Il est important de faire la différence entre la conscience à l'œuvre dans le présent et ce qu'on peut appeler l'âme ou l'esprit, ou finalement le soi, pour les résumer. Et cette différence n'est pas faite par les gens qui prônent la loi d'attraction en général, même si c'est en train de changer. Bon, et puis il y a plein d'autres différences. Par exemple, on prône le fait qu'il ne faut pas douter, alors que le doute est fondamental. Simplement, il faut faire attention. Le doute doit rester de l'ordre du mental et il ne doit pas envahir la sphère émotionnelle. Donc il y a tout un tas de choses, si vous voulez, qui sont ignorées du fait que, bon, cette fameuse loi d'attraction, on en a fait un business énorme sans savoir sur quoi cela repose. Maintenant, à partir du moment où on dispose d'une théorie physique qui permet de savoir sur quoi repose ce genre d'idée, là, on peut remettre un peu de l'ordre là-dedans et ne pas se leurrer. Voilà. Enfin, et cesser de se leurrer. Bon, il y a une dernière chose dont nous n'avons pas parlé. Il s'agit de l'âme, puisque pour vous, vous distinguez bien le corps, l'esprit et notre âme. Et pour vous, elle est en quelque sorte celle qui nous guide, à condition de savoir s'y connecter. Comment se connecter à notre âme? Oui, ça c'est effectivement très important. Donc l'âme peut recevoir une définition physique, hein. Bon, je vais pas rentrer dedans. On peut même la situer comme étant dans l'autre versant de notre univers, ce qui est une théorie, hein, bien sûr. Donc on peut arriver à rationaliser l'existence de l'âme, hein. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, comment s'y connecter? Eh bien, c'est très simple et en même temps extrêmement difficile, c'est le déconditionnement. Il suffit de se déconditionner de nos trois centres qui nous plombent, c'est-à-dire l'émotionnel, le mental et l'ego, et on va se connecter automatiquement à notre âme. Alors, se déconditionner du mental, c'est parvenir à lâcher prise. Donc, moi, je n'y parviens que lorsque je vais faire de longues balades dans la nature. Se déconditionner de l'émotionnel, ça, c'est peut-être encore plus difficile, c'est parvenir à se faire confiance, à retrouver la confiance, sortir de la peur, etc. Donc ça s'éduque, et bon, ça prend aussi du temps, c'est tout le travail d'évolution de l'âme. Et puis, se détacher de l'ego. Et donc ça, c'est peut-être le plus difficile, mais en même temps le plus accessible, parce que l'ego, au moins, on en a conscience, hein. Donc on peut avoir conscience de son ego, les autres peuvent vous le révéler. Et là, il s'agit essentiellement, finalement, de se détacher de tout ce qui crée l'idée de qui l'on est, que ce soit par rapport à ses possessions, par rapport à ses relations aux autres, etc. Donc c'est aussi être prêt à transformer sa vie, hein, donc à lâcher l'idée de qui on est. Alors donc, lorsqu'on réussit à se débarrasser de ces trois sources de conditionnement, on est directement reconnecté à l'âme. Et l'indice, la signature du fait qu'on a retrouvé cette connexion, c'est la joie. Lorsqu'on ressent la joie de vivre, c'est bon, c'est qu'on est à nouveau connecté. À ne pas confondre avec le plaisir de la consommation, notamment, etc. Et alors, ça fait combien de temps que vous avez rencontré votre âme, vous? Ou que vous vous êtes reconnecté à votre âme? Alors moi, j'ai jamais lâché depuis mon enfance. J'ai jamais lâché mon... Alors bien sûr, je me suis distendu, hein, par rapport à ça, mais j'ai toujours conservé ce que j'appellerais le sens du merveilleux. J'ai toujours eu une intuition qui m'a dit, qui m'a appris, ça m'a permis de prendre des distances par rapport à l'éducation pendant ma jeunesse. J'ai toujours eu une intuition qui m'a dit que ce que tu ressens comme étant merveilleux, c'est une voie vers la vérité. Voilà. Et donc, c'est comme ça que, n'ayant jamais lâché, ce qui ne veut pas dire que j'ai pas vécu des épreuves de vie, hein, quand même, malgré tout, qui font que, comme tout le monde, à un moment donné, on en est loin de son âme, et que donc les épreuves de la vie vous permettent finalement de la retrouver, hein, ou pas. Et la joie est à nouveau le signe qu'on l'a retrouvée, et la joie, c'est aussi quelque chose qui nous fait découvrir notre libre arbitre, et qui nous permet
d'être en fait, si vous voulez, le libre arbitre se caractérise par le fait que lorsqu'on a choisi de faire quelque chose, on n'a même pas besoin de l'avoir fait pour vivre la joie comme si on l'avait fait. Voilà. Alors souvent, lorsqu'on parle d'âme, on parle aussi de mission de vie. Oui. Pensez-vous que chacun de nous a une mission de vie Non, je ne pense pas que chacun de nous ait une mission de vie. La mission de vie, c'est quelque chose qui serait plutôt relié à l'esprit. Alors, j'ai différencié tout à l'heure l'âme et l'esprit. L'esprit, c'est lié à la destination, c'est-à-dire que si on change quelque chose à la vie qu'on incarne, effectivement, donc là, il peut y avoir une mission. Mais en général, je pense qu'en général, la vie mérite d'être vécue rien que pour l'apprentissage qu'il permet de faire à l'âme. Et dans ce cas-là, les modifications seront peut-être relativement mineures, mais c'est une aventure qui peut être tout à fait passionnante, même si on n'a pas vraiment de libre arbitre. Et donc voilà, relier l'apprentissage à l'âme, le chemin, le choix du chemin, et relier le choix de la destination et donc de la mission de vie plutôt à l'esprit, sachant que l'âme et l'esprit se rejoignent. C'est deux aspects de la même chose, de la même entité au-delà, de la même éternité d'être qui nous caractérise. Et alors, qu'est-ce qui se passe après la vie? Quand la mort arrive, qu'est-ce qui se passe? Vous croyez en la Ah vie ben pour après moi, la mort? il y a aucun doute, et il ne s'agit pas d'une croyance, puisque en fait, les données que l'on peut avoir nous démontrent que, bon, enfin, par exemple, en mécanique quantique, on sait que l'information quantique se conserve. Or, il y a tout lieu de considérer l'information quantique comme étant l'information de la conscience. On sait qu'elle se conserve. Donc, restons dans le domaine de la science. Et il n'y a aucune raison qu'après la mort, cette information quantique disparaisse. Et donc, je ne vois pas pourquoi. Donc, il faut partir du rationnel, de ce qu'on connaît, des bases rationnelles. Et donc, il n'y a aucune raison, et d'autant plus qu'il y a énormément de témoignages en ce sens, que c'est ce qui donne du sens à la vie. Donc, pour moi, il n'y a pas de doute. On va dire que, si vous préférez, je fais le pari de Pascal. Donc, j'ai pas de souci avec ça, et c'est quand même beaucoup plus confortable de vivre avec cette connaissance que de vivre avec la peur de la mort.